Salut à toutes et à tous les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé. Donc nouveau format comme je vous le disais. Aujourd'hui on va passer à un décryptage, toujours en rapport avec le tourisme. Cette fois-ci ce sera la fête de la musique. Parce que la fête de la musique, comme vous le savez, elle aura lieu le 21 juin, donc ce dimanche. Le même jour que la fête des pères. J'espère que ce format vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. S'il y a des améliorations que je peux apporter, dites-le moi aussi. Voilà. N'hésitez pas à liker et si vous êtes prêts, alors on commence la découverte. Donc tout d'abord, avant de commencer, je tiens à rappeler que la musique a de multiples vertus. Par exemple, si l'on joue d'un instrument, cela permet à notre cerveau de construire de nouveaux réseaux dans le cerveau qui permettent de compenser d'éventuelles lésions et aide à ralentir le vieillissement du cerveau. La musique permet également de lutter contre l'anxiété car les vibrations musicales atteignent directement le centre des émotions. Ainsi, certaines parties du cerveau, différentes de celles utilisées habituellement pour certains apprentissages spécifiques, activent alors le principe de récompense. Notre cerveau génère alors ce que l'on appelle des endorphines qui permettent de réduire les douleurs. De plus, la dopamine dynamise l'organisme. En effet, selon certains musicothérapeutes, la musique constitue un excellent antidépresseur. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué lorsque vous avez écouté une musique que vous adorez, vous vous sentez alors rêveur et détendu. Cependant, tout le monde n'est pas réceptif à la musique de la même manière. Lorsque vous faites un effort physique, il est conseillé d'écouter une musique rapide. En effet, celle-ci augmenterait votre coordination et votre mobilité. Pour améliorer votre endurance, préférez écouter une musique plus douce et aérienne. La fête de la musique est célébrée le 21 juin dans 110 pays, c'est énorme. Cette journée a été créée le 1er octobre 1975 par l'UNESCO. Elle fut imaginée dans sa conception par le musicien américain Joel Cohen, qui travaillait à l'époque pour France Musique. Puis, le 10 juin 1981, André Henry, qui était à l'époque dans le ministère du Temps Libre, prépare une fête de la musique et de la jeunesse afin de célébrer l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, ainsi que le discours du 10 juin 1936 de Léo Lagrange sur les loisirs. Ce concert gratuit a réuni 100 000 personnes, place de la République, avec Jacques Higelin et le groupe Téléphone, qui donne l'idée à Jack Lang de créer la fête de la musique. Ce faisant, Jack Lang, alors ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse du ministère, s'empressent de créer cette journée le 21 juin 1982. En 2011, elle est entièrement internationalisée, à un point tel qu'en moins de 30 ans, 110 pays répartis dans les 5 continents, 1985 pour l'Europe, et plus de 340 villes participantes dans le monde, d'où la dernière Bogota en 2012, se joignent à la fête. En 2014, la communauté de la musique s'agrandit. En effet, la France recense 120 pays, soit 10 pays supplémentaires. Le but premier de la fête de la musique, c'est de permettre aux musiciens amateurs de se produire bénévolement dans les rues et espaces publics. Elle permet donc à un large public de connaître et apprécier différents types de musique de toutes sortes et origines. Classique, jazz, rock, world music, traditionnelle, etc. Et même celle chantée dans toutes les langues. Niveau organisation, de nombreux établissements sont autorisés à rester ouverts plus longtemps pour accueillir le public. De nombreuses rues sont également fermées à la circulation dans les grandes villes pour laisser la place aux scènes installées ou improvisées, ou bien par les spectateurs qui peuvent se déplacer librement d'une scène à l'autre. Son succès ne se dément pas d'une édition annuelle à l'autre. En effet, selon le ministre de la Culture, ainsi, dans le pays, on compte 18 000 concerts pour environ 5 millions de musiciens ou chanteurs amateurs et rassemblant plus de 10 millions de spectateurs. La France ainsi que l'international signent une charte internationale des villes organisatrices qui sert à maintenir la gratuité et le libre accès aux événements organisés sous son label et la valorisation de l'expression musicale des amateurs. Selon l'INSEE, cette fête est connue pour 97% des Français, dont 1 sur 10 y a contribué, soit en tant que chanteur ou musicien, et 79% en tant que spectateur au moins une fois depuis plus de 25 ans. Les spectateurs réguliers sont souvent des jeunes de moins de 15 ans, sans compter les 10 millions d'élèves qui suivent des cours de musique à l'école. On dénombre pas moins de 1,7 million de jeunes dans cette tranche d'âge et plus de 80 000 élèves inscrits dans des cours publics ou privés d'écoles de musique.
La fête a permis de révéler de nombreux talents dans des genres populaires naissants comme le rap, le hip-hop ou la techno, les musiques minoritaires africaines et antillaises ainsi que les musiques régionales. Dans de nombreuses petites villes non touristiques, c'est parfois le seul événement culturel important de l'année. Souvent, elle dépasse la fête nationale qui attire moins les spectateurs, artistes professionnels ou amateurs des bals populaires. Des odonymes, ce sont les noms généralement donnés aux rues, aux places, etc. d'une ville, qui rappellent la date de cette fête. Du succès de cette fête découlent de nombreuses autres fêtes liées à d'autres types d'art. Par exemple, la fête du cinéma qui sera organisée en France peu après dès 1985 et dans la même période de fin juin, peu après le Festival de Cannes, afin d'ouvrir les salles à un public plus jeune, ou encore les Journées du patrimoine dès 1983 en France, puis partout en Europe en 1991. Afin d'ouvrir le temps d'un week-end en septembre, les monuments et bâtiments conservés ou autres sites exceptionnels habituellement fermés, car affectés à certains services ou certaines institutions, à un large public. Côté critique, la fête de la musique engendre des nuisances sonores, engendre également de nombreuses plaintes déposées. Pour mieux contrer ces nuisances, certaines collectivités locales ont mieux délimité ces rassemblements extérieurs que jusqu'à une heure raisonnable le soir. Mais suite à la volonté de certains établissements de monter des installations sonores de forte puissance afin d'attirer le public, les autorités ont réagi en limitant ou interdisant ces installations. Cependant, quelle que soit l'heure, ils sont également soumis à une législation contre les nuisances sonores et doivent surveiller de respecter le voisinage. Ils n'ont pas la même tolérance sur les nuisances sonores que les artistes amateurs, qui peuvent se produire plus librement tant qu'ils limitent leurs amplificateurs. De plus, la fête de la musique a également subi quelques controverses, notamment car on lui attribuait le nom de la fête de la bière. La musique n'étant plus le centre de la fête, mais les boissons alcoolisées vendues par certains établissements lors de la fête ont causé des débordements violents et des dégradations et a donc nui à l'image de la fête. D'autres nuisances provenaient cette fois des stands de nourriture présents. En effet, les produits alimentaires auraient été transportés dans des conditions d'hygiène déplorables. Dans les restaurants, ceci est impossible. En soi, cette vente n'est pas illégale, mais les équipements de conservation ou d'hygiène adaptés sont inadéquats ou inexistants. La gestion des déchets ainsi que la protection du public, installation de pare-feu, combustible, fumée, etc. sont également absents. Enfin, les contrôles vétérinaires des produits vendus sont également manquants à l'appel. Par ailleurs, les associations protestent contre la gestion des déchets et des emballages par les communes, souvent difficilement recyclables, jonchant l'espace public. Des associations militant pour la sécurité routière et les dangers de l'alcool s'organisent pour prévoir les transports et les retours et inciter les jeunes à ne pas prendre le volant. La police et la gendarmerie effectuent des contrôles d'alcoolémie sévères autour des principaux lieux de rassemblement, mais aussi directement sur les lieux pour prévenir et limiter le risque de débordement, bagarre ou dégradation. Enfin, certaines personnes pensent que choisir une date fixe n'était pas une bonne idée. En effet, selon eux, si cette date tombe en semaine, beaucoup n'assistent pas à la fête et d'autres voient leur sommeil limité selon la proximité des festivités. Choisir par exemple le premier samedi du mois de l'été ou du mois de juillet aurait été souhaitable. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce sujet. Dans Le Monde en Allemagne, par exemple, l'idée fut évoquée à Munich. Or, c'est en 1995 à Berlin que la fête voit le jour. Depuis 2001 et jusqu'en 2015, on compte une cinquantaine de villes allemandes célébrant cette fête. En Belgique, on l'organise depuis 1985. Idée ordonnée par le Conseil de la musique. Au Québec, la fête se nomme Art dans la ville, à partir de 2008. En Chine, on l'organise ponctuellement d'abord en 1992, puis bien plus tard en faisant des apparitions régulières comme à Wuhan en 2007, puis Shanghai quelques années plus tard. À Pékin, l'organisation s'est faite par l'intermédiaire d'une association de volontaires en 2012. Sous l'impulsion de l'ambassade de France et de son soutien à l'événement, il prend de plus en plus d'ampleur, notamment en 2016, grâce à un partenariat à PPTV, une plateforme en ligne et une chaîne locale retransmettant en direct les concerts, presque 4 millions de téléspectateurs et internautes chinois. En Colombie, la première fête commence à Medellín en 2003. Quelques années plus tard suivent Cali et Barranquilla et Bogota en 2012, avec Carlos Vives comme par aux États-Unis, notamment à New York en 2006,
notamment par l'impulsion d'Aaron Friedman. En 2009, quelques 900 inscrits se produisent dans les différents quartiers de la grosse pop. En Grèce, notamment à Athènes, la première capitale culturelle de l'Europe en 1985, à l'initiative de Melina Mercouri, s'est déroulée pour la première fois dans une ville hors de France. Enfin, en Suède, à Stockholm, la première édition s'est déroulée le 18 juin 2010. Quelques 35 groupes locaux ont joué dans les rues de la ville et des artistes français, tels que les Naive New Beaters et le DJ Monkopf, ont également donné un concert au parc Kungsträdgården et au restaurant Bernst. J'espère avoir bien prononcé les noms. Vous me connaissez, après ce côté historique, j'ai déniché quelques petites anecdotes insolites sur la musique. Anecdote numéro 1. Brian May, fameux guitariste du groupe Queen, possède un talent indéniable que tout le monde connaît. Or, saviez-vous qu'il est également docteur en astrophysique depuis 2007 et co-créateur d'un stéréoscope? En effet, il a construit sa propre guitare électrique, la Red Spatial, avec des pièces de machine à laver. Oui, vous avez bien entendu. Deuxième anecdote. Alors, pour celle-ci, j'adorerais avoir l'étude de cette université. Selon l'université de Leicester en Angleterre, les vaches produisent plus de lait en écoutant Everybody Hurts de R.E.M. que Back in the USSR des Beatles. Comme quoi, même les animaux ont des goûts musicaux. Troisième anecdote. Algie, le cochon géant gonflé à l'hélium de Pink Floyd, devait être utilisé pour la pochette de l'album Animals. Le but était de le faire flotter au-dessus de Battersea, la centrale électrique londonienne que l'on voit sur la pochette, afin de le prendre en photo. Malheureusement, une rafale de vent a libéré le ballon. Durant son voyage, il bloqua l'aéroport de Londres Heathrow puisqu'il volait au milieu des couloirs aériens. Il fut retrouvé écrasé dans une ferme du Kent. Quatrième anecdote. Le chanteur Jim Morrison était le leader du groupe The Doors et un des plus virulents opposants à la guerre du Vietnam. Or, le plus ironique, c'est que son père, George Morrison, fut l'amiral américain responsable de l'incident du Tonkin qui déclencha par la suite la guerre du Vietnam. Cinquième anecdote. À présent, passons au patron le moins sympa aux multiples surnoms, James Brown. Surnommé le Godfather of Soul ou le parrain de la soul en français, avait de très nombreuses exigences et ne laissait nullement place à l'erreur. Par exemple, l'une des plus sévères était que les musiciens se devaient de jouer à la perfection. Il créa alors un système d'amendes policières à ses heures perdues visiblement, allant de 10 à 1000 $, pouvant aller jusqu'à l'exclusion du musicien. Son deuxième surnom fut tout trouvé, The Hardest Working Man in Show Business, signifiant l'homme travaillant le plus dur et le plus exigeant. Sixième anecdote. Si vous voulez vous complexifier la tâche lorsque vous écoutez de la musique, c'est pour vous. L'album The Ricky des Flaming Lips nécessitait d'avoir 4 lecteurs CD pour les lancer simultanément. Pour vous compliquer la tâche, nickel. Septième anecdote. David Bowie, avant de connaître le succès international, était converti au bouddhisme en 1967 et souhaitait devenir moine tibétain. Or, un frère religieux lui conseilla plutôt de conserver le domaine musical. Il pourrait être plus lié dans ce domaine. Nous pouvons donc remercier ce moine tibétain. Et enfin, dernière anecdote. Dans l'album Dangerous Michael Jackson, dans lequel il chante en duo le titre In the Closet, avec une chanteuse plus que mystérieuse, elle fut incarnée par le mannequin Naomi Campbell dans le clip. Mais ce n'est pas elle qui chante, mais Stéphanie de Monaco, la princesse bien évidemment. Pour terminer, je vais vous montrer tous les petits mots que vous m'avez évoqués dans mon sondage sur Instagram. J'en ai pas mal, j'en ai 8, donc je vous remercie beaucoup. Donc le premier, c'est la joie. Bien évidemment, on est content avec la petite guitare pour la musique. Le deuxième mot, avec mon petit casque, c'est tout simplement la danse. J'ai voulu la mettre à l'anglais, ça fait dance. Ça fait cool, non? Moi je trouve que ça fait cool. Troisième petit mot, avec un petit tambour. Le partage. Quatrième mot, alors, ceci est une horloge qui remonte le temps. Ne jugez pas mes proportions bancales. Et bien évidemment,
nostalgie, le mot qui va avec. Visiblement le S est parti en vacances. En cinquième, on retrouve un petit bonhomme qui a obtenu un diplôme éducatif, bien évidemment. En sixième, nous avons le côté partage, voilà, avec des petits bonhommes, le soleil et le bonheur. Hop là. Et c'est bien évidemment le côté convivial. Septième, alors là, je vous interdis de vous moquer de mon dessin. Ceci n'est pas une abeille ni une guêpe sous coque. C'est un petit cône avec des petits confettis qui sortent. Voilà, je pense que je suis pire que Squeezie en termes de dessin. Et donc là, c'est le côté festif. Et visiblement, même le S a décidé de boire un coup avant de s'écrire. Et le petit dernier, je suis fan de mon dessin. Hop là, petit bateau qui vogue sur l'eau. Et la détente. Donc ma vidéo, elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager. N'hésitez pas aussi à me donner des conseils d'amélioration. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau format et également qui, j'espère, vous plaira. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous allez aller à la fête de la musique et surtout quel artiste vous avez hâte de voir. Donc nous on se retrouve comme je vous le disais le mois prochain. D'ici là, n'oubliez pas d'être curieux en découvrant des nouvelles choses pour enrichir votre culture générale. À la prochaine!